Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc dans ce deuxième webinaire du cycle de formation sur les pesticides qu'on organise cette année, qui vise la montée en compétence du mouvement et puis aussi l'identification de personnes qui travaillent sur le sujet. Et nous, au niveau national, j'en reparlerai un peu plus tard, mais on travaille sur le sujet des pesticides dans les aires d'alimentation de captage, puisque c'est un sujet qui pose de plus en plus de soucis pour plein d'acteurs différents. Donc, on a décidé de focaliser nos actions sur cette thématique-là. On aura un temps d'échange à la fin. Donc, d'ici là, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&R et aussi conversation, si voilà, si vous avez des soucis à utiliser l'onglet Q&R. N'hésitez pas à ajouter des compléments d'informations. Voilà, il y a sûrement des personnes qui sont expertes aujourd'hui parmi nous, donc n'hésitez pas à intervenir dans la conversation. Tout comme ce sera fait pour le webinaire 1, en fait, pour le webinaire 1, il y a eu des questions qui sont restées sans réponse. Il y a eu plein d'éléments partagés dans le chat. Moi, je suis en train de reprendre ces éléments-là et je vais le faire aussi pour ce webinaire pour faire un petit document qui vous sera partagé et qui voilà, vous permettra d'avoir accès à toutes les infos qui ont été partagées lors du webinaire et aussi qui me permettra de répondre à vos questions qui n'ont pas trouvé de réponse lors du premier webinaire du 10 septembre. Parce qu'en effet, donc là, c'est le deuxième webinaire, donc que je vais présenter avec Benjamin Ogoma qui me fait le plaisir de co-présenter avec moi ce webinaire. Benjamin, si tu veux prendre la parole pour te présenter. Oui, je te remercie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Benjamin Ogoma, donc je suis salarié, responsable juridique de France Nature Environnement Pays de la Loire, et je suis par ailleurs membre du directoire du réseau juridique de FNE depuis quelques années. Voilà, puis donc je suis amené à travailler assez régulièrement sur le sujet des pesticides. Merci beaucoup. Et donc moi, Anna Cohen-Boulakian-Abero, donc ce webinaire se fait dans le cadre du projet À propos, qu'on a lancé cette année, pardon, qui vise à développer notre plaidoyer et nos actions, donc comme je vous le disais, sur la protection des captages d'eau potable, à coordonner les activités des salariés de FNE sur la question des phytos, puisqu'on est plusieurs à bosser sur le sujet, notamment au réseau eau et milieu aquatique et au réseau santé-environnement. Donc on essaye de mutualiser, de coordonner nos actions. Et le troisième axe de ce projet-là, c'est la montée en compétence du mouvement, donc ce webinaire qui nous réunit aujourd'hui, et essayer de faire du lien dans la fédération, donc d'identifier les personnes qui travaillent sur le sujet et voilà, d'essayer au maximum de travailler ensemble sur ce sujet. Je vous donnerai mes coordonnées en fin de webinaire, donc surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des remarques, des suggestions pour qu'on puisse améliorer notre travail mutuel sur la question des pesticides. Pour certains et certaines d'entre vous, on s'était donc déjà réunis le 10 septembre dernier pour introduire le sujet des pesticides et pour approfondir un petit peu les risques, notamment liés à l'utilisation des pesticides. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est la réglementation, donc tout ce qui est le cadre juridique et légal, les politiques publiques et notamment l'encadrement des usages. Donc voilà ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et enfin, le 25 novembre, on clôturera ce cycle de formation avec un webinaire sur les solutions et alternatives aux pesticides. Et quelques associations du mouvement viendront présenter de quelle façon elles traitent le sujet et comment elles œuvrent sur le sujet des pesticides. Donc aujourd'hui, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc la première partie, on va reprendre rapidement une des définitions de l'historique pour on parte tous sur les mêmes bases. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec le processus d'autorisation de mise sur le marché, le cadre européen, les politiques publiques en France et la surveillance réglementaire, notamment du compartiment eau, puisque c'est le compartiment qui est aujourd'hui le plus surveillé. Ça me permettra également de passer un petit appel à intérêt pour les personnes qui seraient intéressées de travailler avec nous au réseau national sur les pesticides dans les captages d'eau potable, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Et enfin, on finira avec toute une partie sur l'encadrement réglementaire des usages que Benjamin nous présentera.
Donc je vais aller assez rapidement, ça reprend des diapos qui ont été présentés au webinaire du 10 septembre. Donc pour les personnes qui étaient là, elles savent déjà tout. Alors les pesticides, on en a différents types selon la cible, la cible voilà, qu'elle vise à détruire. Donc les pesticides, les premiers sont utilisés dès l'Antiquité. Donc il s'agissait d'arsenic et de soufre et d'extraits de plantes en Chine à ce moment-là. Au Moyen Âge, on utilise également des plantes toxiques comme les aconites qui sont des plantes herbacées contre les rongeurs ou le tabac en Inde comme insecticide. Mais c'est vraiment en 1807 que la découverte des propriétés du sulfate de cuivre contre la carie du blé, qui est une maladie provoquée par un champignon, marque un tournant dans l'histoire des pesticides. Et c'est en effet à partir de cette date-là que se développent les pesticides minéraux. Aujourd'hui encore très utilisée, par exemple la bouillie bordelaise contre le mildiou dans les vignes est développée autour de 1885. Les Premières et Secondes Guerres mondiales donnent un coup d'accélérateur aux recherches sur les pesticides chimiques. Et avec la chimie organique, les pesticides organiques de synthèse produits en laboratoire mais dont la matière première est organique se développent. Dans les années 60, un certain nombre de personnes lancent des alertes sur les dangers des pesticides puisqu'on commence à voir leurs impacts. C'est le cas de la biologiste américaine Rachel Carson, donc son livre est assez connu, c'est une référence sur le sujet. C'est une des premières à alerter le public sur le danger des pesticides et notamment le DDT. Aujourd'hui, le Centre international pour la recherche contre le cancer s'accorde sur son impact. Il est classé cancérogène probable. Et l'INSERM, en 2021, a mis en évidence le lien entre le DDT et le développement des lymphomes non-Hodgkiniens. Mais à l'époque, on n'avait pas toutes ces certitudes scientifiques. Donc Rachel Carson était quand même une précurseur sur le sujet. Les découvertes s'enchaînent dans les années 60, 70, 80, notamment sur les herbicides et sur les pyrétrinoïdes, qui sont des insecticides très puissants, qui sont toujours parmi les plus utilisés, qui apparaissent dans les années 80. Et enfin, donc le biocontrôle, qui est la classe de pesticides la plus récente, se développe, notamment via la loi du 30 octobre 2018, dite Egalim en France. Alors, quand on parle de pesticides, en fait, on parle de deux gros blocs, qui sont d'un côté les produits phytopharmaceutiques pour la protection des végétaux, et d'un autre côté les biocides, pour lutter contre les organismes nuisibles pour la santé humaine ou animale, et les organismes qui endommagent les matériaux naturels ou manufacturés. Par exemple, pour lutter contre les insectes dans les bois, dans les cuirs, dans les fibres. Donc on a vraiment deux réglementations qui sont différentes selon l'objectif qu'on va donner aux produits, selon qu'on protège les végétaux ou pas. Un même composé peut être à la fois utilisé comme biocide ou comme produit phytosanitaire. Et donc, la réglementation vis-à-vis de l'autorisation de mise sur le marché et de l'encadrement de l'utilisation de ce pesticide, elle va être différente. Si un produit commercial est utilisé comme insecticide sur le blé, il dépendra de la législation sur les produits phyto. Tandis qu'une formulation qui reprend la même substance active qui sera utilisée par exemple contre les insectes des charpentes, elle dépendra de la directive biocide. Pour vous donner un exemple, on a le malathion qui a continué à être autorisé dans les shampoings anti-poux longtemps après son interdiction dans les champs. Mais il y aurait voilà, plein d'autres exemples à donner. Voilà. Ce qui est assez intéressant de voir qu'une même molécule peut être encadrée de façon très différente et autorisée ou pas selon son objectif. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les produits phyto. Donc on va zoomer un petit peu plus sur cette catégorie-là. On a dans cette catégorie donc les substances qui demandent des autorisations de mise sur le marché, qui nécessitent des autorisations de mise sur le marché. Mais on a aussi d'autres substances actives qui sont un peu différentes. Par exemple, les substances actives à faible risque qui composent les produits à faible risque ne contiennent pas de substances préoccupantes et sont approuvées pour 15 ans, donc un peu plus longtemps que les substances actives classiques, entre guillemets, qui sont approuvées pour 10 ans. On a aussi les substances de base, tout à droite, là, dans le carré vert. Les substances de base,
elles, ce sont des substances qui sont utilisées au départ pour autre chose, par exemple le sel, le sucre, le vinaigre, la bière, mais qui peuvent aussi être utilisées pour des fins agricoles. Et elles ne nécessitent pas, celles-ci, d'autorisation de mise sur le marché. Et aujourd'hui, en France, on a 25 substances de base qui ont été approuvées. Les produits de biocontrôle, on en parlait tout à l'heure, donc il s'agit de micro-organismes, de médiateurs chimiques tels que les phéromones, de substances végétales, animales ou minérales qui peuvent être aussi bien de synthèse que naturelles. Ces produits-là de biocontrôle sont favorisés. En fait, il y a une stratégie nationale de déploiement du biocontrôle qui facilite les demandes d'autorisation sur le marché, donc les délais, le coût pour les industriels, parce qu'il y a la volonté de développer ces produits-là en remplacement d'alternatives, en remplacement, pardon, de substances chimiques avec des pesticides, voilà, utilisés en conventionnel. Donc il y a cette volonté étatique de développer ce type de produit. Et j'en ai terminé pour cette première partie. Donc n'hésitez pas à noter toutes vos questions dans le chat, dans l'onglet Q&R. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément accès à cela, n'hésitez pas à lever la main en fin de réunion. Je vous donnerai la parole. On va maintenant passer à la deuxième séquence. Donc on rentre dans le vif du sujet. On va évoquer les acteurs publics et privés et leur rôle. On va décrire les différentes étapes de la procédure d'autorisation de mise sur le marché et on fera un petit focus sur les failles de l'évaluation des risques, qui est une des étapes de cette procédure d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché. On fera un focus également sur le cas du glyphosate et sur les néonicotinoïdes. Ensuite, on introduira la directive SUD au niveau européen, qui est l'un des principaux cadres sur les pesticides. On abordera les politiques publiques en France et on évoquera la surveillance réglementaire, notamment celle du compartiment eau. Alors, voilà une petite diapo pour présenter rapidement quelques acteurs importants sur les pesticides. Au niveau européen, on a 3 grandes institutions à connaître. Donc, on a l'EFSA. L'EFSA, l'Agence européenne de la sécurité alimentaire, elle délivre des avis indépendants pour guider la décision publique. Et donc pour cela, elle fournit de ressources scientifiques pour les lois et les régulations, protégeant les consommateurs et consommatrices européens des risques liés à l'alimentation, de la fourche à la fourchette. Pour cela, elle est aidée par le SCOPAF, Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, qui est composé de représentants de tous les pays de l'Union européenne et qui émet des avis sur les projets que la Commission a l'intention d'adopter. À côté de ces 2 instances-là, on a l'ECHA, qui est l'European Chemical Agency, l'Agence européenne des produits chimiques, qui appuie les législateurs de l'Union européenne en matière de substances chimiques. Et dans le cadre du règlement REACH, ce règlement donc, qui encadre l'utilisation des substances chimiques, l'ECHA reçoit et évalue les enregistrements des substances proposées par les entreprises et notamment la gestion des risques liés à ces substances. Au niveau international, on a le Centre international de la recherche sur le cancer, le CIRC, qui dépend de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce centre-là réunit des compétences pour identifier les causes du cancer et donc il a émis un certain nombre d'avis sur certaines substances pesticides. Et ensuite, au niveau français, on a un organisme clé qui est l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, qui est un établissement public à caractère administratif sous la tutelle des ministères de la Santé, de l'Environnement, de l'Agriculture, du Travail et de la Consommation, et qui est compétente sur un large spectre de risques pesant sur la santé humaine et sur l'environnement. On verra un peu après comment elle agit. Au niveau ministériel, on a donc la DGAL, la Direction générale de l'alimentation qui dépend du ministère de l'Agriculture, la DEB, la Direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'Environnement, et la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes. Alors, la DGAL et la DGCCRF réalisent des programmes de surveillance et de contrôle des résidus de pesticides dans les denrées d'origine végétale commercialisées sur le marché français.
Autre institution clé, les ARS, les agences régionales de santé, qui sont des établissements publics autonomes placées sous la tutelle du ministère de la Santé, et elles mettent en œuvre, par exemple, le contrôle sanitaire de l'eau du robinet. Elles suivent, elles ont notamment pour rôle de suivre l'évolution des substances et des molécules dans l'environnement. L'Office français de la biodiversité également, qui est un établissement public qui exerce des missions de connaissances scientifiques et techniques, et qui veille au respect de la réglementation en ce qui concerne la vente, la détention et l'utilisation des pesticides de synthèse. Enfin, l'INSERM est le seul organisme public de recherche français entièrement dédié à la santé humaine. Il a été créé en 1964 et il est placé sous la double tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. Voilà pour les principaux acteurs publics. Quand on regarde ensuite les acteurs privés, on voit d'abord les syndicats agricoles. En France, il existe 5 syndicats agricoles généralistes principaux, donc la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire, avec 212 000 membres. Viennent ensuite les jeunes agriculteurs, qui sont les alliés de la FNSEA, puis la coordination rurale plus récente, la Confédération paysanne, qui comprend 10 000 membres, et enfin le MODEF, qui comprend quelques milliers de membres. La FNSEA est le cogestionnaire de l'agriculture française, c'est-à-dire que depuis les années 60, elle coélabore avec l'État les lois en lien avec l'agriculture, et ça a commencé avec les lois de modernisation de 1960 et de 1962. La FNSEA contrôle la quasi-totalité des chambres d'agriculture, dont le rôle est central dans le développement du secteur, l'accompagnement et le conseil aux agriculteurs. Le mode de scrutin majoritaire aux élections professionnelles leur assure une surreprésentation dans la gouvernance et une assise financière. Ce syndicat contrôle également une grande partie de la presse professionnelle agricole, 60% des titres en 2013, et elle est historiquement opposée à certaines mesures de protection de l'environnement, notamment toutes celles en lien avec la réduction de l'usage des pesticides. On a aussi, bien sûr, les entreprises qui produisent les pesticides. Les 4 majoritaires qui se partagent les plus importantes parts de marché dans le monde sont Syngenta Group, Bayer, Corteva et BASF. On a également les associations professionnelles qui regroupe des entreprises fournisseuses de produits phytopharmaceutiques à usage agricole, qui font des actions, notamment des actions de lobbying. Donc, ils vont rencontrer les décideurs pour essayer de limiter les interdictions d'utilisation de pesticides, notamment. On a les coopératives agricoles, qui incluent des coopératives très diverses, juridiquement très différentes, mais qui globalement font du conseil et de la vente de pesticides. Et enfin, on a les associations spécialisées qui regroupent les producteurs spécifiques, les producteurs de chaque production. On a par exemple l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales, la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, graines et plants, etc. Voilà, donc on a ici un panorama des quelques acteurs les plus importants à avoir en tête pour nous permettre de bien suivre ce qui va suivre. Donc avec le processus d'autorisation de mise sur le marché et cette devise: «Tout ce qui n'est pas autorisé est interdit». C'est-à-dire que tous les industriels qui veulent mettre des produits sur le marché européen sont obligés de passer par ce processus-là, et ce processus est décrit dans le règlement numéro 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phyto. Donc, d'après ce règlement décrit la façon dont les industriels et toute la procédure en fait qui va permettre à la mise sur le marché d'un pesticide. Les substances actives sont autorisées au niveau de l'Union européenne. Les substances actives composent les produits pesticides. Par exemple, le glyphosate est une substance active. Elle compose par exemple, le Roundup, qui est le produit phare herbicide de Monsanto. Les substances actives, elles ne peuvent entrer dans la composition de produits phyto que s'il a été démontré qu'elles présentent un intérêt manifeste pour la production végétale, et qu'elles ne devraient pas avoir d'effets nocifs sur la santé humaine ou animale, ou d'effets inacceptables sur l'environnement. Ça fait partie des éléments
importants qui composent l'analyse des risques de la molécule sur la santé et l'environnement que l'entreprise va proposer auprès d'un État membre désigné comme rapporteur pour la communauté. Parce qu'en effet, vu le travail, le volume de travail lié à la procédure d'approbation, ce n'est pas une même structure qui peut étudier tous ces dossiers-là. Ensuite, l'EFSA évalue l'analyse qui a été faite et mène une évaluation scientifique sur la base de critères harmonisés. Et cela se passe donc au niveau européen afin de garantir le même niveau de protection dans tous les États membres. L'EFSA remet un avis public sur l'évaluation des risques. Il faut savoir que l'objectif de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement en particulier devrait primer l'objectif d'amélioration de la production végétale, donc d'après le règlement numéro 1107/2009. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Il faut en effet que les industriels puissent démontrer que les produits phyto n'ont pas d'effet nocif ou d'effet inacceptable sur l'environnement. Ensuite, c'est la Commission européenne qui prend le relais, qui examine le dossier en lien avec le fameux SCOPAF, donc qui est composé d'un représentant par membre de l'Union européenne. Et c'est la Commission européenne qui, à la fin, prend la décision d'autoriser ou non l'accès au marché européen pour la substance active. Donc c'est aux industriels, malgré tout, qui revient la preuve de démontrer l'absence d'effet dangereux de la substance qu'ils souhaitent commercialiser. C'est eux qui prennent en charge le coût des études, mais on va voir après que ça pose un certain nombre de problèmes. Ensuite, c'est à chaque État membre de l'Union européenne d'autoriser ou non les produits composés de substances actives et d'autres substances qui permettent d'améliorer l'efficacité et les propriétés physiques et chimiques des substances actives. Tout comme le niveau européen, au niveau français, donc c'est l'entreprise qui soumet un dossier. Ensuite, pour la France, c'est l'ANSES qui prend le relais, qui analyse l'efficacité des produits et les risques associés à leur utilisation. Et c'est elle qui décide d'autoriser ou non le produit, et ce depuis 2014. Donc ça a changé assez récemment, ce qui est plutôt une bonne chose, ce qui permet potentiellement d'avoir un avis un peu plus indépendant. Puisqu'avant c'était le ministère de l'Agriculture qui avait ce rôle-là, mais il faut savoir que le ministère de l'Agriculture conserve quand même la possibilité de contourner des interdictions de produits grâce à la procédure de dérogation 120 jours. Donc cette procédure-là, elle est décrite dans le règlement qu'on a évoqué, le règlement numéro 1107/2009. Et ce qui est écrit, c'est un État membre peut autoriser, pour une période n'excédant pas 120 jours, la mise sur le marché de produits phyto en vue d'un usage limité et contrôlé lorsqu'une telle mesure s'impose en raison d'un danger qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens raisonnables. Donc, il y a toujours cette possibilité-là, et chaque autorisation de mise sur le marché de 120 jours précise le couple plante bioagresseur ciblé, le produit autorisé, la période durant laquelle il est permis de l'utiliser et les conditions de l'emploi. Maintenant qu'on a vu cela, on va pouvoir aborder des exemples pour un peu comprendre comment ça se passe concrètement. Premier exemple, l'exemple des néonicotinoïdes. Alors, pour rappel, ce sont une famille d'insecticides systémiques. Systémiques, ça veut dire qu'ils se diffusent dans toute la plante et ils agissent sur le système nerveux des insectes. Et ils ciblent les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine dans le cerveau, qui sont impliqués dans de nombreuses fonctions, donc la transmission neuromusculaire, le contrôle des mouvements, etc. Ils sont commercialisés à travers différents produits dès les années 90 en France. En agriculture, on a 5 substances qui sont les plus utilisées, donc l'acétamipride, la clothianidine, l'imidaclopride, la thiaclopride et le thiaméthoxam. Donc c'est des substances assez puissantes et assez impactantes pour l'environnement. D'ailleurs, en 2013, l'EFSA conclut
Un rapport de l'EFSA montre le danger d'utilisation des pesticides et la Commission européenne pardon, le danger d'utilisation des néonicotinoïdes. Et la Commission européenne va suivre cet avis de l'EFSA pour imposer des restrictions en 2013 pour 3 néonicotinoïdes. En 2016, la loi en France, en 2016 en France, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit l'interdiction des produits à base de néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018, avec la possibilité d'accorder des dérogations jusqu'en 2020. En 2018, l'ANSES publie un rapport sur les alternatives chimiques et non chimiques des néonicotinoïdes. Dans la foulée, la Commission européenne interdit 3 substances sur les 5 les plus utilisées, sauf utilisation sous serre. En 2019, cette liste de substances interdites s'allonge et aujourd'hui, seule l'acétamipride est autorisée au niveau européen. Pour autant, en France, on continue d'avoir tous les ans des dérogations 120 jours qui autorisent provisoirement l'emploi de semences traitées aux néonicotinoïdes pour les betteraves sucrières, notamment pour éviter la jaunisse de la betterave. Donc on voit que malgré toutes les évaluations et les contrôles qu'il peut y avoir dans les différents niveaux, l'objectif de production végétale parfois prime avec tout l'encadrement qu'il y a autour qui est censé limiter les risques sur l'environnement et sur la santé humaine. Cet exemple aussi est intéressant parce que les néonicotinoïdes sont quasiment tous interdits pour la production végétale. Par contre, ils sont autorisés comme biocides. C'est par exemple le cas de l'imidaclopride qui est interdite pour la protection des végétaux, mais qui reste utilisée dans par exemple ces colliers, voilà, insecticides pour les animaux domestiques. Maintenant qu'on sait tout ça, je voulais aborder également le principe de reconnaissance mutuelle, puisqu'on en a un petit peu entendu parler lors de la crise agricole du début de l'année. Alors, ce principe-là, il prévoit que les autorisations accordées par un État membre pour un produit doivent être acceptées par les autres États membres d'une même zone. On voit que l'Union européenne est découpée en 3 zones. Alors, avec le Royaume-Uni qui ne fait plus partie de l'Union européenne, donc qui n'est plus concerné par cette procédure-là. Donc on a la zone nord, la zone sud et la zone centre. Et donc un fabricant qui veut vendre son pesticide présente son dossier à un État membre d'une zone. L'autorité compétente évalue sa demande et si le produit est autorisé dans ce pays, les États qui composent la même zone n'ont plus besoin d'évaluer à leur tour le dossier du fabricant, mais seulement à l'examiner. Et cela permet aux autres États d'invoquer une présomption de comparabilité pour autoriser la vente du produit en question sur leur territoire. Alors, cette procédure, elle peut poser un certain nombre de problèmes parce que les industriels peuvent déposer leur demande d'autorisation dans les pays qu'ils savent moins bien dotés en moyens pour évaluer scrupuleusement leur demande. Et puis ensuite, vous voyez ce zonage qui est arbitraire et critiquable, voilà, qui est à très grande maille. Euh, quelque chose d'important, c'est que les États membres peuvent néanmoins ne pas autoriser sur leur marché la commercialisation d'un produit en évoquant des circonstances agricoles ou environnementales particulières ou un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale ou de l'environnement si cette protection-là ne peut pas être assurée. Donc les États membres conservent quand même la possibilité de refuser l'entrée d'un produit s'ils le jugent trop dangereux pour l'environnement et la santé.
Alors, donc on a vu que l'étape clé en fait de la procédure d'autorisation de mise sur le marché, c'est l'évaluation des risques, qui est faite par les industriels. C'est eux qui élaborent leur méthodologie, c'est eux qui financent des laboratoires et c'est eux qui présentent les résultats aux États membres de l'évaluation des risques. L'un des enjeux, c'est de savoir quelles données scientifiques sont prises en compte ou non dans l'évaluation des risques. En effet, aujourd'hui, on a pas mal de données qui sont écartées volontairement de l'évaluation des risques parce qu'elles ne correspondent pas au protocole scientifique des industriels. Donc, notamment les données issues des études menées par la recherche publique et indépendante qui démontrent parfois les effets adverses d'une substance par rapport aux études menées par les industriels. Sur ce premier point, on peut dire quand même que ça évolue tout doucement. Je voulais vous présenter un exemple d'arrêt qu'a rendu le tribunal de l'Union européenne en octobre 2023 pour l'évaluation d'une substance, le CHP-méthyle. L'EFSA a justifié son évaluation en s'appuyant sur des données produites en dehors des standards de la science réglementaire. Et l'EFSA a même, pour pallier à un manque de données sur le CHP-méthyle, fonctionné par analogie et a rapproché le potentiel mutagène du CHP-méthyle d'une autre substance chimiquement sémulaire. Elle s'est donc appuyée sur de la science non réglementaire pour établir la dangerosité du CHP-méthyle. Donc c'est intéressant parce que déjà l'arrêt du tribunal montre que cette pratique est OK, enfin il la légitime, malgré le fait qu'aucune donnée ne permette d'affirmer le caractère mutagène du CHP-méthyle, malgré des présomptions fortes. Et donc ici, c'est le principe de précaution qui s'est appliqué. Et donc c'est intéressant parce que l'EFSA, ça sécurise en fait les démarches de l'EFSA pour améliorer l'évaluation des pesticides qu'elle fait. Un deuxième point qui est un énorme biais aujourd'hui dans l'évaluation des risques, c'est qu'aujourd'hui, n'évalue que la substance active de façon isolée, alors que les produits sont à la fin composés de la substance active et de plein d'autres substances dont on ne connaît pas toujours on ne connaît pas toujours la composition des produits parce que le secret industriel est parfois évoqué pour ne pas dévoiler la composition finale des produits. Donc ça, c'est un gros problème parce qu'une substance active, son comportement en fait peut être très différent selon qu'on la met en mélange avec d'autres produits. Donc ça, c'est vraiment un biais majeur sur lequel j'ai eu quelques informations selon lesquelles il y avait une discussion au niveau de l'Union européenne pour améliorer ça. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, il y a un gros biais sur ce deuxième point. Troisième point, donc ça je l'ai déjà évoqué, donc les méthodes d'évaluation sont élaborées par les entreprises et elles ne sont pas tenues de publier leurs résultats, donc on ne peut pas accéder aux études qu'elles ont menées. Il n'y a pas d'évaluation des risques des effets cocktail, puisque dans la réalité de l'environnement, les molécules interagissent entre elles et parfois elles ont des effets, elles font des synergies, elles s'additionnent et au final, les conséquences sur la santé, sur l'environnement peuvent être très différentes de ce qui est testé en laboratoire. Et enfin, pour l'homologation des produits, seule la toxicité aiguë est testée sur un temps limité. La toxicité aiguë, c'est la propriété intrinsèque d'une substance à provoquer des effets néfastes sur des organismes lors d'une exposition de courte durée. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le temps long et comme on sait, la dose ne fait pas le poison. Donc, si on est exposé à une très faible dose d'un produit sur beaucoup de temps, potentiellement, on peut avoir aussi des impacts. Mais ça, l'évaluation des risques ne le montre pas. On va maintenant passer au glyphosate, puisque c'est une substance active qui est très connue largement du grand public, comme on dit. Et on va voir un petit peu la chronologie de comment cette substance a été mise sur le marché et quelles ont été les controverses tout au long de sa vie sur le marché européen.
Donc, inscrit en 2002 sur la liste des substances actives approuvées par l'UE, il y a néanmoins depuis 2015 des débats publics très houleux sur cette substance. En effet, le Centre international pour la recherche contre le cancer le classe comme probablement cancérigène pour les humains. Pour autant, l'EFSA, l'agence européenne, elle, ne conclut pas du tout à ça. Donc on a ici deux agences qui utilisent des données différentes pour avoir des conclusions opposées. Néanmoins, en 2017, la Commission décide quand même de renouveler l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate pour 5 ans. C'est cette année-là également que sort le scandale des Monsanto Papers. En effet, c'est des documents internes à la société Monsanto qui sont rendus publics dans le cadre de procédures judiciaires intentées aux États-Unis. Et ces documents sont très compromettants. Ils mettent en avant des questions de collusion, de conflits d'intérêts entre certains scientifiques et autorités environnementales, des pressions exercées contre des scientifiques, des fraudes scientifiques. Donc voilà, c'est très très compromettant pour le glyphosate et pour l'entreprise Monsanto, mais ça n'a pas empêché que le glyphosate soit toujours commercialisé à ce moment-là. En France, en 2018, le président de la République lance un plan d'action pour sortir du glyphosate. Plan d'action sur lequel il va revenir assez rapidement en disant qu'en fait, non, il pense que c'est pas une bonne idée de sortir du glyphosate. L'agriculture française est trop dépendante de cette substance et ça mettrait trop à mal les systèmes agricoles tels qu'ils existent actuellement. Donc voilà, rétropédalage de la France sur ce sujet. En 2020, dans le cadre de la loi Labbé, qu'on va aborder un peu plus tard, on a le retrait du marché des produits à base de glyphosate pour les personnes non professionnelles. Donc, qui peuvent continuer à utiliser des pesticides, mais qui sont les pesticides de biocontrôle, les pesticides à faible risque ou ceux autorisés en production biologique. Cette année-là, on a également l'ANSES qui publie une évaluation comparative. Et cette évaluation-là, elle est importante parce qu'elle conduit à la modification des conditions d'emploi des produits à base de glyphosate mis sur le marché. Et ces conditions d'emploi sont intégrées lors de toute nouvelle autorisation de mise sur le marché de produits à base de glyphosate. En effet, aujourd'hui, l'utilisation du glyphosate est interdite dans les situations où il peut être substitué par une solution non chimique. Donc, dans cette évaluation, l'ANSES présente les cas dans lesquels on peut substituer le glyphosate par une solution non chimique. Donc, par exemple, pour la viticulture ou pour l'arboriculture fruitière, on a l'interdiction d'utiliser du glyphosate entre les rangs des vignes, sauf quand le désherbage mécanique n'est pas possible, donc sur les zones en forte pente, les zones trop caillouteuses. On a dans cette évaluation une liste pour chaque culture de cas dans lesquels le glyphosate est interdit, mais souvent on a quand même beaucoup d'exceptions, ce qui permet quand même de maintenir une utilisation importante en France du glyphosate. En 2021, on a l'INSERM. Je vous invite tous à aller regarder cette étude de l'INSERM. C'est une expertise collective. Donc, ils ont regardé des milliers d'études récentes sur le sujet. Ils concluent un lien moyen entre l'exposition au glyphosate et le lymphome non-hodgkinien, à des dommages dans l'ADN, à des effets en lien avec la perturbation endocrinienne et sur le microbiote. Donc voilà, des avis scientifiques assez divergents, mais avec une recherche quand même publique et indépendante qui montre quand même le danger du glyphosate. En plus de ça, on a l'ECHA qui confirme la dangerosité du glyphosate, notamment pour la vie aquatique et pour les lésions oculaires. Mais l'ECHA ne le classe pas CMR. CMR, c'est-à-dire cancérogène, mutagène ou reprotoxique. C'est un groupe de pesticides qui sont parmi les plus dangereux, en tout cas qui ont été identifiés comme les plus dangereux. Cette année-là, donc 2022, on était censé arriver à la fin de l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate. Cette AMM est
prorogé d'1 an. Donc c'est la commission qui décide de permettre l'utilisation du glyphosate 1 an de plus pour permettre à l'EFSA de finaliser le rapport d'évaluation du renouvellement du glyphosate avec ses pairs des États membres de l'Union européenne. Dans son rapport d'évaluation, finalement, l'EFSA ne va retenir aucune étude universitaire en lien avec la génotoxicité et le stress oxydant. Va retenir très, très peu d'études, une seule étude universitaire sur les effets reprotoxiques. Et l'EFSA n'évalue pas la toxicité mitochondriale. Pourtant, ce sont des études de ce type, qui sont validées scientifiquement et indépendantes, qui ont amené l'INSERM en 2021 à mettre en évidence les dommages génotoxiques, reprotoxiques et les propriétés de perturbation endocrinienne du glyphosate. Donc voilà, logiquement, la Commission européenne réapprouve la substance glyphosate en novembre 2023 pour 10 ans. Une réapprobation qui fut laborieuse puisque les 27 pays de l'Union européenne ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. Un vote à la majorité qualifiée, il y a eu 2 votes en fait qui n'ont pas permis de dégager de majorité qualifiée requise. Et donc c'est la Commission qui a in fine tranché le sujet. Alors que les évaluations donc, ont pointé le manque de données sur les effets du glyphosate sur la santé et l'environnement, on aurait pu croire que l'application du principe de précaution aurait pu prévaloir, par exemple, en réduisant la période d'approbation du glyphosate. Et non, on est quand même reparti pour 10 ans. Donc plusieurs ONG ont demandé à la commission de réexaminer la réapprobation de 10 ans du glyphosate. Cette demande a été rejetée fin juin. Donc voilà, il y a peut-être à voir comment les ONG peuvent faire des recours. Est-ce qu'elles ont envie de la possibilité de faire des recours pour essayer de questionner cette AMM. Et également, pour finir, il revient à chaque État, parce que là, on parle de la substance active, ensuite, c'est chaque État qui peut décider de l'autorisation ou non des produits à base de glyphosate sur leur territoire. Donc c'est quand même à la fin aux États de choisir et de prendre les mesures adéquates pour protéger la santé humaine et la biodiversité. On va passer à un autre sujet qui est la classification, l'étiquetage et l'emballage des produits phyto. Donc c'est le règlement 1272/2008 qui est relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage qui prévaut. Ici, on a un extrait du règlement 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phyto qu'on a déjà abordé, qui voilà, mentionne le fait que les substances doivent rentrer dans la composition de produits phyto que s'il a été démontré qu'elles présentent un intérêt pour la production végétale et elles ne doivent pas avoir d'effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou d'effets inacceptables sur l'environnement. Néanmoins, on a quand même des substances qui sont dangereuses, qui aujourd'hui sont mises sur le marché en France. Si on se base sur cette étude de Génération Future de 2023, on a 31% des substances qui composent les produits autorisés en France qui sont aujourd'hui classées CMR. Et 89% des substances qui composent les produits autorisés en France qui sont classées toxiques pour les milieux aquatiques. Cela va sans dire que l'agriculture biologique, elle, n'autorise aucune de ces substances-là. Ici, on a un exemple d'étiquette. On a donc le règlement 547/2011 concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phyto qui complète la législation. On voit qu'en haut, on a des symboles de danger, donc des pictogrammes. Ici, on en a 3, nocifs ou irritants, toxicité aquatique et dangereux pour la santé. Ces symboles de danger sont complétés par des mentions de danger. On voit sur l'étiquette à gauche tous les H, H avec un numéro derrière, c'est les mentions de danger. Par exemple, on a ici H400 qui veut dire très toxique pour les organismes aquatiques, H351 susceptible de provoquer le cancer, etc. On a des conseils de prudence, donc en lien avec la prévention, le stockage, l'élimination des pesticides. Par exemple, ici, on a le P273 qui précise qu'il faut éviter le rejet dans l'environnement des pesticides. Et on a également des éléments sur le délai de rentrée
Le délai de rentrée, c'est le temps, le délai entre le moment où on traite et le moment où on peut rentrer à nouveau sur la parcelle pour permettre aux pesticides d'avoir pénétré la plante ou d'avoir été évacués dans l'environnement et du coup pour limiter l'impact sur la santé humaine de l'utilisation de ce pesticide. On va aborder maintenant une directive qui est une directive très importante sur les produits, phytosanitaires. On en a déjà parlé plusieurs fois. C'est la directive 2009/128, qui instaure un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, autrement appelée directive SUD, pour Sustainable Use of, Pesticides. Sustainable Use Directive. Hem Cette directive-là, elle, prévoit dans son article 4 des plans d'action nationaux. C'est-à-dire que chaque État membre doit adopter des plans d'action nationaux et c'est à chaque État membre de fixer les objectifs, les cibles, les mesures, les calendriers, en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et l'environnement, d'encourager l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides. Donc on voit ici que chaque État, est libre en fait de se fixer ses propres objectifs et on parle pas ici de réduction de l'utilisation, on parle de réduction de la dépendance. Donc voilà, c'est un petit peu, différent. On voit que la directive SUD prend des pincettes. Au niveau français, c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé la stratégie Ecophyto, qui est très ambitieuse puisqu'elle vise -50% d'utilisation de pesticides en 10 ans, donc lancée en 2008. Le règlement 1107/2009, qui concerne la mise sur le marché des produits phytos, lui précise que, les produits phytos sont un des moyens les plus importants pour protéger les végétaux, mais qu'ils peuvent avoir des effets non bénéfiques, éventuellement, sur la production végétale et sur la santé et l'environnement, s'ils ne sont pas, testés correctement et autorisés et utilisés d'une manière, correcte. L'article 11 de la directive 2009/128 précise que les États membres doivent, mettre en œuvre des mesures appropriées pour protéger le milieu aquatique et l'alimentation en eau potable. Ce qui m'amène à lancer mon petit appel à intérêt pesticides dans les captages d'eau potable, puisqu'on est en train de, réfléchir à comment est-ce que, localement, on accompagne, des personnes motivées et intéressées dans, les échanges qu'ils peuvent avoir sur leur territoire pour, protéger les captages des pollutions pesticides. Sachant que chaque captage a sa propre gouvernance, ses propres outils de protection, ses propres, chaque territoire a ses propres acteurs et donc on est en train de réfléchir à comment est-ce que efficacement on peut, aider les personnes qui localement souhaitent s'investir sur ce sujet. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter anna.cohen@fne.asso.fr. Je remettrai mon mail dans le chat tout à l'heure. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont, manifesté leur intérêt, c'est noté. On vous recontactera, d'ici quelques mois. Pour l'instant, on est en train de finaliser, la programmation de cette action-là, donc qu'on débutera l'année prochaine. Donc merci pour les personnes qui se sont déjà, manifestées pour toutes les informations envoyées, à ce sujet. Enfin, l'article 12. L'article 12, il est intéressant parce qu'il, propose aux États membres de restreindre ou d'interdire les pesticides dans certaines zones spécifiques, dans la directive eau, la directive 2060, directive 4 sur l'eau. Ou d'autres zones qui sont, recensées dans les directives 79/409 et 92/43, qui sont les directives Habitat et Faune Flore, qui, permettent en fait le réseau, qui donnent une base juridique, au réseau Natura 2000. Donc il y a quand même dans cette directive-là, l'invitation pour les États membres à restreindre ou interdire les pesticides dans ces zones-là.
Donc, pour résumer, on a dans cette directive-là la proposition d'un plan d'action pour réduire la dépendance. On a des règles qui encadrent la mise sur le marché. Et enfin, on a la volonté d'encadrer les usages et des règles spécifiques pour l'encadrement des usages. Et on abordera dans le détail ce point avec Benjamin d'ici quelques diapos. Cette directive Sud, elle était censée, il y a eu des discussions pour la transformer en un règlement. Ce qui est intéressant, un règlement, en fait, c'est un texte juridique qui s'applique directement par les États membres, contrairement à une directive qui ensuite, la directive doit être transposée dans le droit de chaque État, donc avec du coup des adaptations possibles pour chaque État. Donc un règlement, c'est quelque chose qui est plus uniforme pour tous les États membres. Ce règlement, la proposition qui a été discutée, elle prévoyait de réduire de 50% l'usage des pesticides et de les interdire dans les zones sensibles. Malheureusement, on n'a pas réussi à aboutir, le règlement n'est pas passé, le vote n'a pas permis d'adopter ce règlement. Donc pour l'instant, cette directive reste comme elle est et il faudra voir comment les acteurs européens s'y souhaitent mettre à l'agenda une évolution de cette directive ou pas. Et au-delà de ces textes vraiment centrés sur sur les pesticides, la pollution, elle impacte d'autres politiques européennes. Par exemple, les politiques de santé publique qui coûtent 120 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne. Les politiques de reconquête de la qualité écologique des eaux. En France, ça nous coûte 260 à 360 millions d'euros par an pour traiter l'eau. Les politiques de protection de la biodiversité. Si on n'avait plus de pollinisateurs en France, ça nous coûterait entre 2,3 et 5,3 milliards d'euros par an pour assurer ce service gratuit que nous fournit la nature. Et enfin, les subventions de la politique agricole commune, qui sont de 9 milliards d'euros par an en France et qui permettent de maintenir, dans une certaine mesure, les systèmes agricoles tels qu'on les connaît aujourd'hui et qui, aujourd'hui, ne sont pas assez exigeantes pour permettre la transformation de l'agriculture qu'on appelle tous de nos vœux. Donc en France, on a le plan Ecophyto qui est lancé dans la foulée du Grenelle de l'environnement en 2008-2009. En 2015, il est réévalué parce que on voit bien qu'en fait, on va pas du tout atteindre les objectifs de 50% de diminution d'utilisation de pesticides. En 2019, ce plan il est renforcé pour mettre en place le plan national de sortie du glyphosate qui sera rapidement abandonné. Il permet également la révision des modalités de calcul de la redevance pour pollution diffuse. C'est la taxe que doivent payer les personnes les agriculteurs notamment, mais pas que, enfin les acheteurs de pesticides. Selon chaque type de pesticide, une taxe est ajoutée au prix du pesticide pour permettre en fait de traiter l'eau derrière et puis de financer de l'accompagnement des agriculteurs dans la lignée du principe pollueur-payeur. Cette redevance-là, elle devait être réévaluée cette année et un peu augmentée. Malheureusement, ça ne va pas être le cas suite au fait que la FNSEA notamment voilà, soit intervenue auprès du gouvernement pour ne pas que cette redevance augmente. Pourtant, aujourd'hui, elle compose une très faible part du budget des agences de l'eau, alors que le coût de dépollution de l'eau à cause des pesticides et des nitrates est en explosion. Donc il faudra peut-être à un moment donné que ce sujet revienne sur la table. En juillet 2023, le comité d'orientation stratégique et de suivi du plan Ecophyto se réunit, propose des nouvelles orientations et en mai 2024, on a un nouveau plan Ecophyto qui s'appelle Ecophyto 2030. Les principales nouveautés de ce plan, c'est le nouvel indicateur de suivi. Jusqu'ici, on suivait l'évolution de l'utilisation des pesticides avec le NODU, qui est le nombre de doses unités.
Aujourd'hui, on va utiliser le HRI1, qui est un indicateur utilisé au niveau européen, qui pose un certain nombre de problèmes. Je vous invite à revoir le webinaire 1 pour en savoir plus. Et qui rend la cible des moins 50% quasiment atteinte, alors que le Nodu montre une évolution de plus 3% sur la même période. Donc voilà, ça pose pas mal de questions. Et aussi une grosse nouveauté de ce plan, c'est des financements assez importants pour un plan dédié à la recherche de solutions pour les substances qui vont potentiellement être enlevées du marché européen, donc les substances les plus dangereuses, et pour développer donc des techniques alternatives pour la protection des cultures. Ça s'appelle le PARSADA. Malheureusement, les plans Écophyto sont pas arrivés à atteindre leur cible. Je vous invite à regarder l'évaluation des actions financières du programme Écophyto publié en 2021, qui avait été enterré par le ministère de l'Agriculture, mais qui met en avant un certain nombre de problèmes tels que dans le plan Écophyto tel qu'il est construit, tel qu'il était construit à ce moment-là. Et il propose notamment de revoir la gouvernance, de promouvoir les modèles agricoles économes, de renforcer la redevance pour pollution diffuse, de mieux rémunérer les agriculteurs qui prennent des risques, d'assumer le déploiement de l'agriculture bio. Par exemple, ce rapport montre que si 25%, enfin, montre que si 25% de la surface agricole française passait du conventionnel à l'agriculture biologique, près de la moitié de l'objectif de réduction de 50% de l'usage des pesticides serait atteinte. Donc cette évaluation, elle est intéressante parce qu'elle montre qu'il faut vraiment mettre le paquet pour soutenir le développement de l'agriculture bio. Plus récemment, on a un rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui confirme l'état des lieux alarmant de l'agriculture française aux pesticides et qui formule 26 recommandations. Je vous en donne quelques-unes. Consolider le régime d'autorisation de mise sur le marché des pesticides, orienter les aides de la politique agricole commune vers la bio, euh, protéger efficacement les captages pour l'alimentation en eau potable, etc. Je vous invite à aller regarder ce rapport et la synthèse notamment parce qu'il est très très conséquent. On va passer maintenant à la surveillance et la protection réglementaire de l'eau, parce que c'est la politique de l'eau, c'est l'une des plus abouties en France et dans le monde. Et ce, depuis 1964, où on a la loi qui instaure les périmètres de protection des captages d'eau potable. La directive eau destinée à la consommation humaine, qu'on appelle également directive eau potable, qui a été révisée en 2020. On a en 2006 la loi sur l'eau et les milieux aquatiques qui définit la délimitation des aires d'alimentation de captage. Ces aires d'alimentation de captage qui sont normalement, elles doivent être obligatoirement délimitées pour les captages prioritaires. On a le Grenelle de l'environnement en 2008 qui instaure des captages prioritaires. Donc, elle liste en fait 500 captages prioritaires pour lesquels la pollution de l'eau est très importante et il faut mener des actions en particulier. La conférence environnementale de 2013 ajoute de nouveaux captages à cette liste. Aujourd'hui, on en est environ à 1630 captages qui sont prioritaires dans lesquels on a des règles spécifiques. Les assises de l'eau en 2009 qui fixent notamment l'objectif de 100% des captages prioritaires qui doivent disposer d'un plan d'action et le fait que des engagements doivent être pris par la profession agricole et l'élaboration de stratégies régionales pour accompagner cette dynamique. En 2022, on a une ordonnance qui transpose la directive eau potable dans le droit français avec des règles spécifiques. Et on aurait pu parler également du plan eau qui fixe des objectifs non contraignants de réduction de la ressource et d'utilisation de la ressource et de la qualité de l'eau.
On aurait pu parler aussi de la loi pour la conquête de la biodiversité et de la nature et des paysages de 2016, qui inscrit dans le droit le principe de non-régression. Donc ce principe-là, c'est le principe selon lequel la protection de l'environnement dans les textes ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante. Donc ainsi que le principe, elle inscrit aussi dans le droit le principe de pollueur-payeur. Et elle met en place des instances sociétales telles que les comités régionaux de la biodiversité. Donc toutes ces lois, tous ces cadres, elles sont plus ou moins exigeants, plus ou moins contrôlés, plus ou moins appliqués, mais on a quand même des textes juridiques forts sur lesquels on peut se fonder pour vérifier que les actions sont bien mises en œuvre et pour éventuellement aller devant les tribunaux quand ce n'est pas le cas. J'ai deux dernières diapos à vous présenter avant de donner la parole à Benjamin. Là, on aborde le volet résidus de pesticides. Parce que voilà, dans l'environnement, les pesticides, ils se décomposent sous l'action des interactions dans le sol, dans l'air, dans l'eau. Et ils forment plein d'autres molécules différentes qu'on appelle les métabolites de pesticides. Et aujourd'hui, on a des seuils réglementaires pour l'eau et les aliments. C'est des seuils au-delà desquels l'eau ne peut normalement, sauf dérogation, pas être distribuée aux personnes, l'eau potable, et les aliments ne peuvent pas être commercialisés. Pour l'eau, la réglementation s'appuie sur le Code de la santé publique et sur les directives européennes 98-83 et 75-440. Ces textes-là instituent donc ces seuils. L'eau brute qui est destinée à être potabilisée doit contenir moins de 2 microgrammes par litre par matière active et par métabolite pertinent. Alors, petit aparté sur qu'est-ce qu'est un métabolite pertinent? Un métabolite pertinent, c'est ceux dont la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine doit faire l'objet d'une attention particulière. Donc c'est selon la directive 2020-184, la directive eau potable. Un métabolite de pesticide est jugé pertinent s'il a lieu de considérer qu'il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible pesticide, ou qu'il fait peser par lui-même ou par ses produits de transformation un risque sanitaire pour les consommateurs. Les critères et modalités d'évaluation de ces métabolites pertinents, ils ne sont pas définis au niveau européen. C'est à chaque pays de les définir. En France, c'est l'ANSES qui évalue la pertinence ou non d'un métabolite pour les eaux destinées à la consommation humaine. Et en application du principe de précaution, quand il manque des données essentielles pour pouvoir qualifier le métabolite, il est classé pertinent. Donc en France, on a une classification qui est plutôt, au vu des textes, qui est plutôt en protection de la santé et de l'environnement. Donc l'un des seuils pour cette eau destinée à la potabilisation, c'est moins de 5 microgrammes par litre pour la somme de toutes les matières actives et les métabolites qu'on trouve dans l'eau. Ces seuils sont bien plus exigeants pour l'eau du robinet. L'eau destinée à la consommation humaine peut être distribuée quand on retrouve dedans moins de 0,1 microgramme par litre par matière active ou par métabolite pertinent, et 0,5 microgrammes par litre pour la somme de ces matières actives et ces métabolites. Et donc cela pose de plus en plus de soucis parce que ces seuils sont régulièrement dépassés et on fait face à des impasses techniques et à des coûts faramineux pour respecter la réglementation. Donc il y a l'intérêt d'essayer de donner la priorité aux mesures qui règlent le problème à la source. C'est d'ailleurs ce que précise la directive cadre sur l'eau. Concernant l'alimentation, donc on est sur un autre règlement européen, le règlement 396/2005, qui introduit la notion de limite maximale de résidus, LMR, sur tous les aliments bruts, mais pas sur tous les aliments transformés et qui ne prend pas en compte les effets cocktails. C'est-à-dire que chaque substance a une limite maximale de
dans les produits alimentaires. Généralement, c'est 0,01 mg par kilo, mais ça peut varier. Et donc, comme je le disais au début du webinaire, c'est la DGL et la DGCCRF qui sont tenues de contrôler cela. Malgré ça, on a quand même des manques aujourd'hui dans la réglementation. Au niveau des pesticides dans l'air, on n'a pas de valeur réglementaire de concentration maximale de pesticides dans l'air. On a un certain nombre de régions qui suivent depuis plusieurs années de façon voilà, plus ou moins intense la concentration des pesticides dans l'air, mais c'est juste de l'information parce qu'on n'a pas de seuil au-delà desquels il y a des valeurs de gestion ou qui sont déclenchées en fait. Et donc on a le PREPA, le plan de réduction des polluants atmosphériques, qui va bientôt être renouvelé. Donc il y a une opportunité aujourd'hui dans ce PREPA de définir justement des valeurs toxicologiques de référence. Le sol, aujourd'hui, on n'a aucune réglementation qui fixe des valeurs seuil au-delà desquelles des mesures de gestion seront déclenchées pour les pesticides dans le sol. Aujourd'hui, il y a très peu d'études sur le sujet. Et enfin, les fleurs. Aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation qui fixe des limites maximales de pesticides dans les fleurs. Et on peut aussi préciser qu'il y a beaucoup de pesticides très dangereux avec des réglementations très différentes selon les pays qui sont aujourd'hui importés en France. Et donc, il y a un risque important pour les personnes qui manipulent des fleurs. Voilà, j'espère que c'était pas trop ardu et pas trop long. Je vais maintenant passer la parole à Benjamin pour l'encadrement des usages et donc je vais continuer à faire défiler les diapos. Donc n'hésite pas, Benjamin, à me faire signe hein, si je le fais passer vite. Merci. Je te remercie Anna, merci beaucoup pour toute la présentation. On va effectivement évoquer la question de l'encadrement des usages, donc au-delà des questions d'autorisation des substances et des produits, c'est comment est organisée la réglementation sur l'utilisation même des pesticides. Est-ce que tu peux passer du coup la diapo? Je te remercie. Donc on a un cadre français qui est pris assez largement en application du cadre européen, hein, notamment la directive de 2009 et le règlement évoqué déjà par Anna, qui impose hein, que on ait une utilisation appropriée des produits employés. Et ça, c'est vraiment la responsabilité de l'applicateur que de respecter cette utilisation appropriée. Et donc en France, on a en particulier l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, qui fixe un certain nombre de règles générales en fait, hein, sur l'utilisation des pesticides, applicables de façon globale pour tous les utilisateurs. Donc, on va dire que ce sont des règles notamment de bon sens, mais voilà, c'est encore mieux en le disant, et un certain nombre de prescriptions techniques à respecter. Par exemple, hein, la tenue d'un registre d'utilisation qui peut être consulté ensuite par l'autorité administrative, le respect des dosages, le respect des conditions de remplissage, de rinçage pour éviter d'éventuelles pollutions de l'eau ou du sol, la gestion des déchets hein, avec notamment les contenants à éliminer dans les filières autorisées, le contrôle périodique des pulvérisateurs, l'interdiction de traitement par vent ou par pluie, hein, donc voilà, faire attention à la météo. Vous savez, hein, pour l'utilisation selon le vent, il y a une obligation de respecter le fait de ne pas traiter par vent supérieur à 3 sur l'échelle de Beaufort, donc avec des standards fixés en la matière et qui peuvent être contrôlés par l'autorité administrative. Le délai de rentrée évoqué par Anna, donc qui va dépendre de la nature du produit utilisé, qui va varier entre 6 et 48 heures selon les phases de risque du pesticide utilisé. L'interdiction d'utiliser le pesticide 3 jours avant la récolte. Et puis l'obligation, et ça c'est une obligation générale qui s'applique, de mettre en œuvre tous les moyens appropriés pour éviter l'entraînement des produits en dehors de la parcelle traitée. Donc là, évidemment, encore une fois, pour éviter tout risque de pollution pour les milieux, mais également pour la santé, évidemment, des personnes qui se situent à proximité.
Alors, si on va ensuite plus dans le spécifique, on a des questions d'interdiction progressive d'utilisation de pesticides qui se sont faites en plusieurs temps et voilà, ça a encore des délais de mise en œuvre aujourd'hui, avec un premier arrêté important qui a été pris en 2011 en application du droit de l'Union européenne, qui va fixer des interdictions d'utilisation des pesticides dans les lieux fréquentés par des groupes de personnes vulnérables. Et donc ça, c'est en particulier tout ce qui est lié à les lieux fréquentés par les enfants, les écoles, les crèches, les aires de jeu, par exemple. Donc ça s'applique pour l'ensemble des pesticides. Et également tout ce qui est établissements médicaux, hein, que ce soit les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite, etc. Tous les établissements en fait, de nature médicale se voient bénéficier finalement d'une interdiction de traitement des pesticides, non seulement au sein de l'établissement, mais également avec une distance par rapport au bâtiment à respecter voilà, en fonction des bâtiments concernés. Et on a dans ce même arrêté l'interdiction de l'usage des substances CMR2, donc c'est ce dont Anna parlait tout à l'heure, hein, les produits finalement les plus dangereux. Interdiction de l'usage de ces substances dans certains espaces ouverts au public, à savoir les parcs, les jardins, les espaces verts, les terrains de sport et de loisirs. Donc on a finalement, voilà, dans secteur, pour les personnes les plus sensibles, des interdictions totales d'utilisation des pesticides, et puis pour d'autres espaces ouverts au public, l'interdiction de l'usage des produits les plus dangereux. Donc ça, c'est déjà ancien comme principe, ça date de 2011. Et puis on a eu évidemment une loi très importante qui est la loi Labbé du 6 février 2014, qui a été progressivement complétée par d'autres lois ou par des textes d'application qui sont venus limiter les possibilités d'utilisation de pesticides par certaines catégories de personnes. Et donc, on a eu tout d'abord l'interdiction à l'État, aux collectivités, aux établissements publics d'utiliser des pesticides pour l'entretien des espaces verts, des promenades, des forêts et des voiries dès lors qu'ils sont ouverts au public. Et donc ça, c'est une interdiction qui a été posée avec une échéance au 1er janvier 2017, qui a abouti à bannir l'utilisation des pesticides pour la plupart des usages des personnes publiques. On a eu ensuite, deuxième phase évidemment très importante, au 1er janvier 2019, l'interdiction de la vente et de la détention des pesticides pour un usage non professionnel, avec donc évidemment l'interdiction de l'utilisation pour les particuliers. Donc à la fois l'utilisation, mais aussi de la détention, hein, avec toute cette problématique du maintien des stocks chez les particuliers, et notamment des stocks qui avaient été achetés en masse juste avant l'interdiction. Et donc voilà, la détention chez soi de produits phytopharmaceutiques pour des particuliers est aujourd'hui interdite, et depuis déjà un petit peu plus de 4 ans. Donc je précise, hein, donc voilà, pour les usages non professionnels, ça ne concerne donc pas les usages professionnels à cette époque-là, donc notamment les jardiniers paysagistes qui interviennent par exemple chez des particuliers. Ça ne concerne pas non plus des gros utilisateurs de pesticides auxquels on peut penser, tels que par exemple la SNCF, pour l'entretien des voies SNCF, qui ne sont donc pas concernées par cette interdiction. Et puis, on a une troisième phase, c'est celle qui est entrée en vigueur là plus récemment, l'interdiction de l'utilisation de pesticides dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif. Là, vous avez en fait tout un tas d'espaces qui sont concernés par cette extension de l'interdiction. Propriétés privées à usage d'habitation, hôtels, les cimetières qui n'étaient pas concernés par cette première phase là en 2017 d'interdiction par les personnes publiques, les parcs d'attractions, les espaces verts, dès lors que voilà, il s'agit d'espaces fréquentés par le public ou à usage collectif. Alors, ce que ça change, c'est par exemple justement l'intervention des paysagistes ou des jardiniers
professionnelle chez les particuliers ne peut plus donner lieu maintenant à l'utilisation de pesticides, puisqu'on parle bien non pas de la personne qui traite, mais du lieu. On se focalise sur le lieu concerné par l'interdiction, qui sont donc, par exemple, les propriétés privées à usage d'habitation, etc., etc. Et donc ça, c'est une interdiction qui concerne vraiment tout un tas d'espaces. On pourra vous transmettre en parallèle de l'envoi des liens vers le replay, une infographie qui montre en fait l'ensemble des lieux concernés par cette interdiction, qui est vraiment assez large. Et donc, avec une échéance au 1er juillet 2022, seulement repoussée au 1er janvier 2025 pour certains équipements sportifs, notamment des terrains de sport, pour lesquels l'interdiction n'est pas encore entrée en vigueur à ce jour, mais va l'être maintenant incessamment sous peu, puisque ça arrive évidemment très bientôt, le 1er janvier 2025. Est-ce que je peux te laisser passer la slide suivante? Je te remercie. Alors, on va parler maintenant de l'encadrement des usages avec ce qu'on appelle les zones de non-traitement. Et on va voir ces règles de distance à respecter vis-à-vis de telle ou telle cible. Et on va parler de 3 choses. On va parler des ZNT pour les propriétés riveraines. On va parler des ZNT pour les milieux aquatiques et on va parler enfin des ZNT pour la biodiversité. Donc on va voir ces 3 cibles finalement qui ont fait l'objet de règles de restriction avec des impositions de distance à respecter, en sachant que pour chacun de ces 3 cas, ce qui est assez intéressant et ce qui est assez navrant également, c'est que le cadre juridique applicable a été finalement suscité soit par l'action d'associations, soit par le suivi attentif de l'Europe, de la Commission européenne. Mais il a fallu en fait à chaque fois forcer la France à agir, soit pour mettre en place un cadre juridique, soit pour corriger un cadre juridique qui était insuffisant. Et donc c'est pour ça aussi que ce cadre il est relativement récent, parce que même si le droit européen, dans la plupart des cas, imposait ça depuis longtemps, il a vraiment fallu pousser la France à poser ce cadre qui aujourd'hui encore n'est pas totalement satisfaisant sur certains des milieux concernés. Pour ce qui est des riverains, donc on a la directive de 2009 qui imposait d'adopter des restrictions ou des interdictions de l'utilisation de pesticides dans les zones utilisées par les groupes vulnérables, dont les riverains des zones traitées. Et donc c'est là que est née en fait cette obligation de restreindre l'utilisation des pesticides à proximité des habitations, puisque les personnes qui habitent à côté, notamment des champs traités, sont considérées comme un groupe vulnérable. La France n'a pas transposé dans les temps cette obligation de la directive de 2009. Et il a fallu qu'un recours soit engagé par plusieurs associations, dont Eau et Rivières de Bretagne et Générations Futures, pour que le Conseil d'État impose, le 26 juin 2019, la mise en place d'un cadre protecteur, avec donc finalement un arrêté ministériel qui date du 27 décembre 2019, qui oblige tout utilisateur de pesticides de respecter une distance minimale d'application vis-à-vis de la limite de propriété d'une zone attenante aux bâtiments habités et des parties non bâties à usage d'agrément contigus à ces bâtiments. Donc, ce sont grosso modo les jardins des propriétés privées, avec la question qui se pose de la partie qui n'est pas à usage d'agrément. Donc là, il y a des débats pour savoir est-ce que quand on a un très grand terrain, la partie finalement la plus éloignée de l'habitation est concernée ou pas par cette interdiction de l'utilisation à moins de X mètres de l'habitation. Voilà, il y a des débats là-dessus. On n'a pas encore véritablement de clarification du cadre à ce stade et il va falloir qu'on en passe par des décisions de justice pour que ce soit clarifié. Mais voilà, sachez juste qu'il y a un débat par rapport à ces grandes propriétés. Alors, en l'absence d'une distance qui est spécifiée dans l'autorisation de mise sur le marché, les distances elles sont de 10 mètres pour les cultures hautes et de 5 mètres pour les cultures basses. En sachant qu'on a de toute façon pour les produits CMR2, donc les plus toxiques, on a une distance incompressible d'au moins 20 mètres et qui peut même être plus importante que ça peut mettre 50, 100 mètres en fonction des produits concernés. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc pour les produits les plus dangereux, on a ces distances incompressibles de 20 mètres.
Pour les autres produits, donc c'est 10 mètres, donc les cultures hautes, ça va être notamment l'arboriculture, la viticulture, arbres et arbustes, etc., etc. Culture ornementale de plus de 50 cm de hauteur, bananier, houblon par exemple. Et donc toutes les autres cultures, c'est une distance de 5 mètres. En sachant que, et c'est là qu'on a eu beaucoup de débats et de contestations de la part notamment du mouvement associatif de FNE, c'est que ces distances-là, qui sont déjà pas très importantes, qui déjà apportent peu de garanties au vu des études sanitaires sur leur capacité de propagation, ces distances peuvent encore être réduites dès lors qu'on a un matériel qui limite la dérive, donc notamment des buses anti-dérive, et qu'on a l'adoption d'une charte d'engagement des utilisateurs de pesticides à adopter un certain nombre de mesures pour justement réduire la possible propagation vis-à-vis des propriétés riveraines. Et donc, ce sont ces chartes de ce qu'on a appelé assez de façon simplificatrice des chartes riverains, dont on a beaucoup parlé dans le mouvement FNE, qui ont été adoptées dans différents départements. Donc, quasiment tous les départements français ont donné lieu à l'adoption d'une charte des utilisateurs agricoles des pesticides. Tu dois pouvoir passer la slide suivante pour que j'approfondisse ce point-là. Des chartes qui sont en fait des chartes qui étaient prévues par la loi Egalim, visant finalement on va dire, à améliorer les relations entre les agriculteurs et les riverains, et à qui on a couplé finalement cette possibilité de réduire la distance d'utilisation des pesticides sous un certain nombre de conditions. Ces conditions qui sont notamment le fait que ces chartes doivent prévoir des modalités d'information préalables des riverains avant les traitements. Donc le préalable, il est souligné parce que en fait, dans la première version du dispositif, c'était pas prévu que ce soit une information préalable. Il a fallu qu'il y ait un recours associatif, notamment de FNE, pour obliger dans l'arrêté ministériel à ce qu'on fixe cette obligation d'information préalable des riverains. On doit avoir également des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés, et donc ça doit être couplé à l'obligation d'utilisation de buses anti-dérive. Et donc, si on a ces chartes adoptées dans les départements, il est dès lors possible pour tous les agriculteurs de réduire l'utilisation donc de 10 mètres à 5 mètres pour les cultures hautes et de 5 à 3 mètres pour les cultures basses. Donc, ce qui aboutit évidemment à des distances extrêmement faibles et qui sont très peu protectrices au vu des enjeux sanitaires associés. Les chartes en question ont été adoptées pour la plupart en 2020. Mais on a eu, là encore, une contestation en justice qui a notamment consisté à dire qu'il n'était pas normal que l'adoption de ces chartes soit totalement sous la supervision des chambres d'agriculture et ne fasse même pas l'objet de procédures de participation du public sur les sites des préfectures. Et donc, on a eu en fait une nouvelle version des chartes proposée à la consultation en 2022. Donc, dans la plupart des départements, on a eu 2 générations de chartes, en fait, en 2020 puis en 2022, avec en 2022 l'obligation en principe de prévoir également ces modalités d'information préalable des riverains. En pratique, dans la très très grande majorité des chartes qui ont été adoptées, on n'a pas de réelles modalités d'information préalable des riverains qui ont été adoptées, si bien qu'on a un certain nombre de contentieux qui ont été engagés dans différents départements. Alors, soit l'initiative de Génération Future, soit aux initiatives d'associations de consommateurs, soit d'associations du mouvement FNE. Donc, il y a déjà pas mal de contentieux qui ont été engagés à l'encontre de ces chartes, critiquant notamment l'absence de modalités d'information préalable. Et pour les premiers jugements qui sont tombés, c'est dans la région Centre-Val de Loire, avec une censure des chartes adoptées, notamment pour l'absence de modalités d'information préalable des riverains. Et donc voilà, il y a un suivi du coup dans ces départements avec des nouvelles chartes qui doivent être adoptées pour pallier ce problème-là. Je précise juste que en l'état, malheureusement, le principe même de l'adoption d'une charte permettant de réduire
les distances d'utilisation n'est pas remis en cause par la justice, hein. Le Conseil d'État n'a pas remis en cause le principe même de ces chartes qui permettent de revenir sur les distances d'utilisation. Donc on en est un petit peu réduit aujourd'hui à contester finalement les modalités d'application, et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'information préalable des riverains. Et malheureusement, voilà, on n'a pas réussi à remettre en cause le dispositif en tant que tel. Donc voilà pour ce qui est de la protection des riverains. Le deuxième champ qui a été très largement investi par FNE d'ailleurs, c'est les zones de non-traitement vis-à-vis des milieux aquatiques. Donc là encore, c'est pris en application du droit européen, hein, la directive de 2009 citée tout à l'heure par Anna. Les États membres doivent faire en sorte que des mesures appropriées soient adoptées pour protéger le milieu aquatique et l'alimentation en eau potable contre l'incidence des pesticides. Dans l'arrêté du 4 mai 2017, arrêté ministériel, on a fixé en fait 2 règles à retenir. La première, c'est l'interdiction d'application directe de produits phytopharmaceutiques sur des éléments du réseau hydrographique. Donc en fait, tout élément qui appartient au réseau hydrographique est protégé par cette interdiction d'application directe, hein. C'est un principe de bon sens. On n'applique pas de pesticides dans des émissaires finalement de transport de l'eau, que ces émissaires soient d'ailleurs en eau ou à sec au moment de l'application. Et donc ça va concerner donc, les points d'eau sur lesquels je vais revenir juste après, les bassins de rétention d'eau pluviale, les avaloirs, caniveaux, bouches d'égout, etc., etc. Tous les éléments, quand on regarde en fait la rédaction notamment de la directive, tous les éléments du réseau hydrographique sont protégés par cette interdiction d'application directe. La deuxième règle, c'est la fixation d'une zone de non-traitement vis-à-vis des points d'eau, où on va avoir une interdiction d'utiliser donc les pesticides à moins de X mètres de l'élément du réseau hydrographique concerné. Cette règle-là, elle s'applique à ce qu'on appelle les points d'eau. Alors les points d'eau, ce ne sont pas seulement les cours d'eau, c'est là la petite subtilité. Les points d'eau, ce sont à la fois les cours d'eau qui sont définis par le Code de l'environnement. On a une définition des cours d'eau dans le Code de l'environnement avec 3 critères qui permettent de définir un cours d'eau, hein. L'existence d'un lit naturel à l'origine, le fait qu'on ait de l'eau qui circule pendant une partie suffisamment importante de l'année, et le fait qu'on ait une source à l'origine. Donc ça, ce sont les cours d'eau définis par le Code de l'environnement. Et on a en plus, dans les points d'eau, les éléments du réseau hydrographique qui figurent sur les cartes au A25 millième de l'IGN. À la fois les surfaces en eau, donc que ce soit les lacs, les étangs, voilà, les éléments vraiment surfaciques, et les éléments également linéaires, donc tout ce qui apparaît en bleu linéaire, que ce soit en trait continu ou en trait discontinu sur les cartes de l'IGN. Donc tout ça, c'est protégé par une règle, par une ZNT en fait, qui est à une distance minimale de 5 mètres, qui peut être plus importante en fonction du produit concerné, hein. En fait, on a dans chaque autorisation de mise sur le marché, on a la possibilité d'avoir une zone de non-traitement spécifique. Et par défaut, s'il n'y a rien dans l'AMM, c'est une distance de 5 mètres qui s'applique. Tu peux passer à la slide suivante. En fait, ce qui était un petit peu perturbant dans l'arrêté ministériel de 2017, c'est qu'il définissait donc ces points d'eau par ce cumul à la fois les cours d'eau relevant du Code de l'environnement et les éléments des cartes de l'IGN. Mais ce qui était un petit peu étonnant, c'est qu'il renvoyait au préfet de département le soin de définir plus dans le détail les éléments protégés par cette qualification de point d'eau. Et en fait, on n'a aujourd'hui encore pas vraiment compris quel était le rôle exact du préfet, puisque le référentiel tel qu'il était défini par l'arrêté ministériel, il était a priori suffisamment clair, hein, à la fois les cours d'eau et les éléments des cartes de l'IGN, mais on a confié au préfet de département l'obligation, voilà, dans chaque département, de fixer un arrêté pour définir les points d'eau, plus dans le détail. Ce qui fait que certains préfets ont pris la liberté de ne retenir que un seul des 2 référentiels, soit les cours d'eau, soit les éléments des cartes de l'IGN, en sachant que dans beaucoup de départements, il n'a même pas renvoyé à la définition légale des cours d'eau, mais il a renvoyé à la carte des cours d'eau élaborée par les services de l'État, qui s'inscrit en fait dans un autre
un autre débat qui est celui de la cartographie des cours d'eau. Et on a dans chaque département, depuis déjà plusieurs années, un chantier de référencement des cours d'eau qui relèvent de la définition légale, avec notamment des expertises de la DDT, de l'OFB et beaucoup de pression mise par les chambres d'agriculture, par les syndicats agricoles pour qu'on référence le moins possible de cours d'eau. Et donc, on a renvoyé finalement à ces cartes-là, et c'est là qu'on a eu beaucoup de contestations, et voilà, FNE est monté au créneau, notamment dans la presse, pour contester le fait que on calque cette protection des cours d'eau vis-à-vis des pesticides sur cette cartographie élaborée par les services de l'État. Au final, il y a eu beaucoup de contentieux engagés par FNE, on va le voir sur la slide suivante, pour contester justement les choix des préfets de département de ne retenir que un seul des deux référentiels. Je précise juste que dans certains départements, ça s'est quand même bien passé malgré tout, voire parfois on a eu un référentiel même plus protecteur, où on a protégé davantage d'éléments que ce qui était prévu par l'arrêté ministériel, et notamment dans certains départements, on a une distance par exemple d'1 mètre pour protéger les fossés, ce qui n'est pas prévu par le cadre national, mais ce qui est venu en plus dans un certain nombre de départements. Les contentieux engagés par FNE, donc ils apparaissent là sur la carte suivante, qui est à peu près à jour, même s'il y a sans doute quelques contentieux dont on n'a pas connaissance qui ont un petit peu plus avancé. Mais donc les associations en fait ont demandé au préfet de département de venir compléter le référentiel en choisissant de bien tout protéger et pas seulement un seul des deux référentiels. Et donc dans les départements concernés, il y a eu des annulations. Il n'y a eu que des annulations en fait, hein. Les recours FNE ont toujours abouti à des censures des dispositifs préfectoraux, avec des obligations de bien prendre en compte donc les deux référentiels. Reste que certains départements n'ont pas fait l'objet de contentieux, il y a toujours des arrêtés problématiques. Et puis dans certains départements aussi, même si on a gagné au contentieux, il y a après un suivi, une sorte de service après-vente à assurer pour s'assurer que les préfets ont bien tiré les conséquences des annulations contentieuses. Voilà, donc voilà, ce qu'il faut juste retenir, hein, c'est qu'on a cette protection vis-à-vis des milieux aquatiques définie dans des arrêtés préfectoraux qui sont plus ou moins bons selon le département dans lequel on se situe. Le troisième émissaire à protéger, c'est la biodiversité, avec des ZNT un petit peu plus limités et un peu moins bien cadrés pour l'instant par la réglementation. Mais donc ça avait été cité par Anna tout à l'heure, hein, dans la directive de 2009. Les États membres veillent à ce que l'utilisation des pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones. Et on a notamment les zones définies dans le cadre de la transposition de la directive 4 sur l'eau, donc des zones définies spécifiquement dans les SDAGE, dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que dans les zones définies par les directives oiseaux et habitats, donc les sites Natura 2000. Alors, j'en viens juste très rapidement sur la question de l'eau. Ça concerne notamment les zones de captage d'eau potable. Il faut savoir que FNE a fait un recours estimant que justement on n'avait pas de protection systématique des captages vis-à-vis de l'utilisation des pesticides. Le Conseil d'État, malheureusement, a rejeté le recours de FNE sur ce plan-là, en estimant que les préfets avaient la possibilité de définir des mesures de restriction, soit via la protection des aires d'alimentation de captage, soit via la protection des périmètres de protection de captage. Donc, vous savez, hein, les déclarations d'utilité publique qui protègent selon des périmètres immédiats, rapprochés, éloignés. Et en fait, le seul fait que le préfet a la possibilité de définir des mesures, le Conseil d'État a considéré qu'on avait donc un cadre qui était satisfaisant au niveau national. C'est juste ensuite à la charge du préfet de département de prendre les mesures qui s'imposent. Donc, ce qui pose évidemment tout un tas de questions, et notamment pour le groupe de travail que tu évoquais tout à l'heure, Anna, sur la suffisance des mesures prises par les préfets de département pour protéger les captages. L'autre volet, c'est le volet Natura 2000. Et là, il n'y avait vraiment rien de défini dans la réglementation. Et donc, le recours de FNE a abouti à ce qu'on ait un arrêté, un décret du 28 novembre 2022 qui a en fait obligé les préfets à encadrer ou interdire l'utilisation des pesticides dans les sites terrestres Natura 2000 au regard des objectifs de conservation et de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans les DOCOB, les documents d'objectifs des sites Natura 2000, lorsque cette utilisation n'est effectivement pas prise en compte dans les mesures définies dans le cadre des contrats et des chartes Natura 2000. En d'autres termes, le préfet
doit, au cas par cas, pour chaque site Natura 2000, aller regarder est-ce qu'on a des enjeux pesticides dans le DOCOB et est-ce que dans les chartes et dans les contrats effectivement adoptés pour le site Natura 2000 concerné, on a des mesures qui visent à restreindre ou interdire l'utilisation des pesticides. Donc c'est un dispositif qui ne nous satisfait absolument pas au niveau de FNE, puisque c'est vraiment de la dentelle. Finalement, on va vraiment au cas par cas regarder pour tous les sites Natura 2000, est-ce qu'on a des mesures ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'adopter des mesures au vu des enjeux spécifiques de conservation de ce site-là? Et donc, ça va engager l'adoption de dizaines, de centaines de mesures spécifiques, site Natura 2000 par site Natura 2000, là où FNE aurait souhaité avoir un encadrement beaucoup plus global de l'utilisation des pesticides dans les sites Natura 2000. Malheureusement, ce dispositif-là, il a été confirmé par le Conseil d'État. FNE avait contesté le décret du 28 novembre 2022 aux côtés de la LPO, mais le Conseil d'État a rejeté le recours des associations. Et donc, à ce stade-là, on est encore aujourd'hui en attente d'un encadrement à venir de la part des préfets de département, qui, évidemment, dans le contexte actuel, notamment le contexte du début d'année, ça n'a pas beaucoup avancé. Donc, voilà, on est éventuellement preneur d'informations si vous savez comment ça avance dans votre département, parce que maintenant, c'est vraiment département par département que ça se passe, mais on sait que globalement, ça avance pas très vite. La slide suivante, pour terminer sur les zones de non-traitement, à savoir, c'est assez méconnu, on a ce qu'on appelle les zones non cultivées adjacentes, les NSCA, en application d'une directive de 2003. C'est en fait prévu dans les autorisations de mise sur le marché de certains produits, notamment lorsque vous avez ce pictogramme qui apparaît. Ça vise à protéger les pollinisateurs, les plantes et les arthropodes non cibles des pesticides utilisés, avec l'obligation finalement de maintenir une zone non végétalisée à l'extérieur de la parcelle cultivée, avec une largeur minimale de 5 mètres, à l'exclusion des autres parcelles cultivées, des voies de circulation, des zones constituant des mesures de gestion, des zones d'habitation. Donc on retrouve notamment les bois, les taillis, les fossés, les mares, les bords de routes larges. Donc ça, c'est vraiment en fonction du produit utilisé, on peut avoir des zones non cultivées adjacentes, avec vraiment pour viser la protection des pollinisateurs, des plantes et des arthropodes non cibles. Donc ça, c'est produit par produit en fonction de l'étiquetage et de l'arrêté de mise sur le marché, évidemment. Et puis, on a un petit peu plus connu l'arrêté pollinisateur du 20 novembre 2021, relatif à la protection des abeilles et des autres pollinisateurs, avec finalement la fixation de règles pour d'interdiction d'utilisation pendant la période de floraison pour les cultures concernées, les cultures dites attractives pour les abeilles et pour les autres pollinisateurs. Donc on a un arrêté du 24 mars 2022 qui fixe la liste des cultures qui ne sont pas considérées comme attractives pour les abeilles et pour les autres pollinisateurs. Donc vous avez là, si vous arrivez à lire, on a un certain nombre de cultures qui sont considérées comme non attractives. Donc ça veut dire qu'à l'inverse, toutes celles qui ne sont pas listées sont considérées comme attractives pour les abeilles. Et donc, si on passe à la slide suivante, on va voir un exemple pour le colza, par exemple, qui fait partie des cultures attractives. Ce à quoi aboutit finalement l'arrêté pollinisateur, c'est déjà qu'on a un certain nombre d'insecticides qui ne sont pas autorisés sur les cultures considérées comme attractives. Et pour celles des molécules qui sont, ceux des produits qui sont autorisés, pour ces cultures attractives, on va avoir une utilisation qui n'est autorisée que dans les 2 heures avant et 3 heures après le coucher du soleil, pendant les périodes les plus critiques, les périodes de floraison. Et donc, ça va permettre effectivement, logiquement, d'abaisser un petit peu l'exposition des pollinisateurs à ces produits, mais évidemment, c'est un dispositif qui reste très perfectible et pas encore suffisant à ce stade-là. Donc voilà, c'était un panorama un petit peu rapide qui vous montre un petit peu les règles fixées sur ces utilisations de pesticides pour les différentes cibles. J'insiste peut-être juste en conclusion sur un dernier point, c'est qu'évidemment, pour que ces règles-là soient correctement appliquées, il faut qu'on ait des organismes de contrôle avec un temps de travail suffisamment important alloué au contrôle. Et ce qu'on constate beaucoup, malheureusement, c'est que les services concernés, qui sont notamment les services de l'OFB, évidemment, n'ont pas suffisamment de temps pour contrôler de façon vraiment satisfaisante ces conditions d'application.
C'est évidemment une des grandes limites de ce dispositif, hein, c'est la possibilité de sanction. On a quelques dossiers, hein, qui sont passés, notamment, en justice au niveau judiciaire, mais ça reste évidemment, assez insuffisant, pour les enjeux concernés. Voilà, j'en ai terminé de mon côté. Merci beaucoup Benjamin.